Plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler de notre étude sur le soutien social et ses associations avec différents indicateurs de santé chez les personnes âgées. Et je vais prendre quand même pas mal de temps aussi pour vous présenter l'étude internationale sur la mobilité au cours du vieillissement qui s'appelle IMEAS en anglais, donc International Mobility and Aging Study, qui est menée par Maria-Victoria Zunzunegui, qui est chercheur principal. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu des réseaux sociaux, du soutien social. Pourquoi est-ce que c'est un concept important en santé publique pour les personnes âgées? Faire un survol des écrits qui existent sur ce sujet et différents indicateurs de santé physique et mentale. Puis ensuite, je vais vous parler de l'étude IMEAS et des méthodes, de nos résultats et de quelques directions de recherche dans le futur. Donc, les réseaux sociaux, il y a plusieurs personnes en épidémiologie sociale qui s'y penchent. Par réseaux sociaux, on parle de la toile de relations sociales qui entoure un individu et des caractéristiques de ses liens. Il y a plusieurs caractéristiques du réseau qui peuvent être mesurées, dont la taille, la densité, etc., l'homogénéité. Puis il y a aussi des caractéristiques de ces liens qui peuvent être mesurées, donc la fréquence de contact, le type de contact, la durée et la réciprocité. Il est important de préciser que souvent, dans les écrits scientifiques, on parle de relations sociales plus larges. Donc, à ce moment-là, ça peut vouloir dire les réseaux sociaux et le soutien, mais on peut aussi parler d'intégration sociale, de participation, qui va être mesurée plus par le nombre de sorties, être membre d'un groupe social, etc. Donc, c'est des concepts légèrement différents. Le soutien social est ce qui est donné par les réseaux sociaux. Et pour compliquer un peu les choses, il y a plusieurs types de soutien social qui peuvent être étudiés. Le premier est émotionnel, donc se sentir écouté, aimé, etc. Mais il y a aussi des types de soutiens sociaux qui sont plus instrumentaux, donc par exemple de l'aide pour effectuer des tâches, des soutiens plus financiers. Et vous voyez aussi des types approbatifs d'information. Le soutien social peut être mesuré selon la perception des participants, mais aussi, surtout pour l'instrumental, on peut mesurer le comportement, le nombre de fois où de l'aide est reçue. Et puis, il peut s'agir d'un concept transactionnel, donc on peut mesurer la réciprocité, donc donner de l'aide et en recevoir. Je voulais vous montrer un peu ici des modèles conceptuels adaptés de Berkman. C'est des modèles qui ont été développés au fil du temps. Ici, c'est l'une des versions les plus récentes de leur livre sur l'épidémiologie sociale de 2014. Et puis, ça vous montre un peu la complexité de la question des relations sociales et des mécanismes qui peuvent avoir un impact sur la santé. Donc, on part vraiment d'un concept, d'un contexte plus macro où la culture, les facteurs socio-économiques et les politiques sociales ont un impact sur les réseaux sociaux qui peuvent être mesurés de plusieurs façons, donc la taille, la densité, comme je vous ai mentionné, et qui mènent à des mécanismes plus psychosociaux de soutien, dont, par exemple, le soutien émotionnel, ce dont je vais parler plus aujourd'hui. Mais on peut aussi regarder l'influence sociale. C'est assez bien connu que dans les réseaux, il y a des comportements de santé qui sont en commun. Et plus récemment, on s'intéresse chez les personnes âgées aux interactions sociales négatives et à la violence. C'est un des sujets traités par l'équipe IMEAS qui est assez unique et innovateur. Et puis finalement, ces mécanismes psychosociaux ont des impacts sur la santé. Il y a plusieurs indicateurs de santé qui sont étudiés. Il y a 3 mécanismes majeurs qui sont étudiés, dont, comme je vous disais, les comportements de santé, mais aussi certains aspects psychologiques comme le sentiment de contrôle sur la vie, etc., et des mécanismes physiologiques comme l'inflammation. Donc, il y a aussi des marqueurs biologiques qui peuvent être étudiés. Donc, ça donne des écrits scientifiques d'une grande variété qui mesurent les réseaux, le soutien de façon très différente et qui s'intéressent à vraiment plusieurs mécanismes et plusieurs indicateurs de santé. Pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser aux relations sociales en santé publique? Tout d'abord parce qu'il y a vraiment de fortes associations entre les relations sociales, selon ces différentes définitions, et la santé et même la mortalité. Donc, par exemple, une méta-analyse récente de 148 études qui impliquait plus de 300 000 participants a démontré une probabilité de survie qui est 50 % plus élevée chez les participants qui ont des relations sociales fortes, toutes causes de mortalité confondues. Et puis, il y a des résultats similaires dans des méta-analyses sur le cancer. Donc, ici, on voit qu'un niveau de social élevé et des réseaux forts sont reliés à 25 % et 20 % de réduction de risque de mortalité. Donc, c'est des impacts qui sont très, très forts, qui sont généralisés. Surtout les études sont surtout dans des contextes occidentaux et qui, parfois, quand il y a je vais vous montrer quelques chiffres aussi plus tard, où il y a des taux de survie pratiquement 2 fois plus élevés quand les gens ont des bonnes relations sociales. C'est des chiffres qui s'apparentent même au tabagisme. Ce qui peut être un peu surprenant, c'est quelque chose que les gens peuvent ne pas savoir. Toutes les études que je vous ai mises ici, ce sont des revues systématiques des écrits scientifiques. Donc, par exemple, on sait que les relations sociales ont un effet protecteur sur la santé perçue.
c'est-à-dire les relations sociales positives et surtout le soutien émotionnel. Et donc, par exemple, Craig et collègues a travaillé sur cette question et sur la santé mentale, une revue systématique toute récente de Santini et collègues. Donc, je vais vous parler de 3 indicateurs de santé aujourd'hui. Le premier, c'est la santé perçue. Il s'agit d'un indicateur subjectif qui est utilisé assez couramment en épidémiologie. Et puis, c'est un indicateur un prédicteur qui est maintenant accepté comme prédicteur indépendant de la mortalité chez les personnes âgées. Ça peut sembler surprenant, mais Idler et Beniamini ont beaucoup travaillé à démontrer que la perception des personnes âgées de leur santé réussit à capturer des aspects qui ne pourraient pas être capturés avec des indicateurs objectifs de la santé. En partie, on sait aussi que la santé perçue diminue moins rapidement que les maladies chroniques et les incapacités augmentent en vieillissant. Donc, il y a vraiment un aspect de la santé perçue qui implique soit implicitement ou explicitement une comparaison avec les pairs. Donc, c'est-à-dire que les attentes de santé des personnes âgées vont s'adapter en vieillissant. Et encore une fois, la recherche démontre qu'il y a des associations positives entre le soutien social et la bonne santé perçue. Par exemple, l'étude de White qui impliquait 3500 Américains a montré que les participants qui disaient avoir un soutien moins que ce dont ils avaient besoin, un soutien social à ce moment-ci, c'est ce dont on parle, ils avaient 2 fois plus de chances de dire qu'ils étaient en mauvaise santé que les autres. Une autre étude par Maria Victoria Zunzunegui et collègues, qui était une des seules études canadiennes sur la question, montre, et puis il s'agissait de 2 échantillons de 1500 participants. Il y avait un échantillon à Montréal, à Oshaga-Maisonneuve et un à Moncton. Puis ils ont démontré que les réseaux étaient importants, mais que pour la bonne santé perçue, le soutien des enfants était seulement pertinent et important pour les personnes âgées vivant à Oshaga-Maisonneuve. Donc, il peut y avoir une relation aussi avec les conditions socio-économiques et l'adversité socio-économique. Le deuxième indicateur de santé est la dépression. La dépression qui est, comme vous le savez probablement, le principal problème de santé mentale chez les personnes âgées au Québec. Il y a plusieurs outils pour détecter des niveaux de symptômes cliniquement importants. Je ne vais pas vous parler de tout ça aujourd'hui. Seulement important de dire que pour la dépression, comme pour la santé perçue, il y a des associations fortes et persistantes entre le soutien émotionnel et la prévalence ou le risque de dépression. Donc, par exemple, ici, une étude américaine avec 6700 participants au Wisconsin qui démontrait vraiment une association forte, encore plus importante pour les femmes que pour les hommes. Et puis, ce sont des associations qui sont présentes dans différents contextes culturels particulièrement pour la dépression. Donc, par exemple, Scott a fait une étude à Cuba et Alexandrino Silva une petite étude au Brésil. Et finalement, la qualité de vie, qui est un indicateur de bien-être subjectif qui est plus global que la santé. Bowling, une chercheure britannique, a beaucoup travaillé sur la qualité de vie chez les personnes âgées pour tenter de mieux le définir, de mieux le mesurer. Et puis, c'est un concept souvent qui englobe la bonne santé, la capacité fonctionnelle, le sentiment d'utilité, la participation sociale, l'existence et le soutien et le revenu. Donc, c'est sûr que, comme variable dépendante, on a tendance à le mesurer avec une seule question parce que si on englobe tous les concepts que je vous ai dit précédemment, bien, on se retrouve avec moins de facteurs possibles pour prédire la qualité de vie. Donc, vraiment, Bowling suggère d'utiliser une seule question pour mesurer la qualité de vie comme variable dépendante. Et puis, encore une fois, c'est démontré que le soutien social qu'un faible soutien social est relié à une mauvaise qualité de vie. Une étude assez connue de Newsom et Schultz qui utilisait Structural Equation Modeling pour étudier 4700 Américains. Et puis, ils ont vraiment réussi à démontrer que même avec surtout en regardant le statut fonctionnel, il y avait vraiment une médiation entre les gens qui ont des problèmes de fonction, le manque de soutien social et la dépression, ainsi que la qualité de vie. Donc, c'est important de souligner qu'il y a très peu d'études interculturelles, donc surtout parce que l'étude d'IMIAS est une étude internationale. Et pourtant, on sait, de par les modèles conceptuels de Berkman, que les relations interpersonnelles diffèrent de manière significative entre les cultures et selon les normes sociales. Pourtant, il y a très peu d'études qui comparent le soutien social entre différents pays et cultures. Quelques études regardent les réseaux, mais surtout le nombre de contacts, la taille des réseaux, plutôt que le soutien. Par exemple, Litwin, qui est un chercheur israélien, a beaucoup travaillé sur cette question-là. Il utilise la base de données Share, que vous connaissez probablement. Il y a un présentateur, je pense, ici, qui vous en a parlé.
Puis, il a démontré que dans les pays méditerranéens, les réseaux sociaux sont plus importants pour le bien-être que dans d'autres pays d'Europe du Nord. Et puis que les échanges intergénérationnels sont plus élevés. On sait aussi par ailleurs, avec des études canadiennes dont je vous ai parlé tout à l'heure, que plusieurs aspects contextuels ont un impact sur cette relation entre les indicateurs de santé et le soutien social, entre autres le statut socio-économique et probablement certains aspects culturels. Donc, pour cette étude, nos objectifs étaient de comparer les sources de soutien social des personnes âgées au Canada et en Amérique latine et d'examiner les associations entre le soutien social et les 3 indicateurs dont je vous ai parlé. Important de souligner que la plupart des études américaines dont je vous ai parlé ne mesuraient pas les différentes sources de soutien, donc ils mesuraient un soutien interpersonnel général. Alors que nous, on s'intéresse vraiment, par exemple, est-ce que c'est du soutien des amis, de la famille, des enfants ou du partenaire, du conjoint. Nos hypothèses, selon les écrits scientifiques, sont les suivantes. D'abord, on s'attend à ce que, comme vous savez, comme je vous ai dit, plus de soutien social sera associé à une meilleure santé, à moins de dépression et à une meilleure qualité de vie. On s'attend toutefois à ce que les sources de soutien qui sont importantes pour ces différents indicateurs changent d'un indicateur à l'autre et surtout qu'il y ait des différences entre les sites canadiens en Amérique du Nord et d'Amérique latine qui participent à l'étude IMIAS. Donc, je vais vous parler un peu de l'étude IMIAS. Il s'agit d'un devis longitudinal, mais aujourd'hui, je vais seulement utiliser les données 2012, donc mon étude sera transversale. Très important, donc on est en train de faire le dernier point de collecte de données, donc vraiment on peut s'attendre bientôt à plein d'articles super intéressants sur lesquels on va pouvoir travailler. C'est une étude qui a plusieurs indicateurs de mobilité, de santé, de maladies chroniques et vraiment plusieurs mesures du parcours de vie, des réseaux sociaux, du contexte social-environnemental, mais aussi de mécanismes biologiques, etc. Donc, une étude à suivre. Les objectifs à l'origine d'IMIAS, c'était vraiment de regarder de mesurer l'ampleur des différences de mobilité entre les hommes et les femmes et comment ces différences sont reliées au parcours de vie. Et aussi de regarder comment les réponses inflammatoires font le lien entre ces parcours de vie et les différences entre les hommes et les femmes. Puis finalement, de regarder les facteurs de risque modifiables pour prévenir et améliorer la récupération des problèmes de mobilité en vieillissant. Donc, l'étude IMIAS a 5 sites. Aujourd'hui, je vais vous parler surtout des sites canadiens et d'Amérique latine, mais il y a un 5e site. On peut voir que c'est des sites qui sont très, très différents, qui incluent une gamme d'exposition de facteurs de risque et de résultats de santé. Donc, il y a 2 sites canadiens, Kingston en Ontario et Saint-Hyacinthe au Québec, qui sont 2 villes différentes. Par exemple, vous savez, Kingston est une ville universitaire avec environ 160 000 personnes dans la région plus urbaine, alors que Saint-Hyacinthe est environ 55 000 et est une région un peu plus agricole. On a aussi Natal au Brésil, qui est dans le nord-est, qui est une ville de 800 000 habitants, donc déjà une densité urbaine plus grande. Il y a aussi Manizales en Colombie, qui est au centre de la Colombie, dans la région de production du café, et qui a environ 400 000 personnes. Et finalement, Tirana en Albanie. Juste pour rappel, l'Albanie, c'est un pays du sud-est de l'Europe qui est voisin de la Grèce, donc dans les Balkans, et qui a... la ville est environ 600 000 personnes et il y a une histoire d'un régime communiste, donc c'est un contexte quand même très différent. Donc, l'échantillon d'IMIAS est d'environ 1995 personnes, donc à peu près 400 personnes par site, dont 200 femmes, 200 hommes, et ils étaient âgés de 65 à 74 ans en 2012. Ils vivent tous dans la communauté. Et puis, il s'agit d'échantillons aléatoires proportionnels qui ont été choisis à l'aide de la liste de patients de médecins de famille. Il y a quelques différences entre le recrutement au Canada et à l'extérieur parce que les comités d'éthique nous obligeaient à procéder avec une lettre, donc les taux de réponse sont moins élevés. Donc, le devis méthodologique, comme je vous ai dit, est une étude transversale avec les données IMIAS de 2012 en Amérique latine et au Canada. Et puis, une des bonnes raisons d'utiliser une étude internationale comme ça, c'est que ça permet la comparaison de populations pour détecter les aspects de l'environnement social qui affectent toute la population ou qui varient très peu dans la population. Puis, je vais vous montrer des tableaux descriptifs pour vous donner quelques exemples. Nos variables dépendantes ont été mesurées comme suit. La santé perçue, nous avons demandé aux participants, diriez-vous que votre état de santé est très bon, bon, passable, faible ou très faible? Et puis, on a créé une variable dichotomique, donc c'était très bon ou bon, et les autres réponses, étant donné les distributions, surtout au Canada, où il y avait très peu de gens qui ont une santé passable, faible ou très faible.
La dépression a été mesurée avec l'échelle CESD, qui est assez bien connue, qui est utilisée comme dépistage, et puis un score de 16 et plus sur 60, donc il y a 20 items dans le questionnaire. Ça indique une probabilité importante d'avoir une dépression majeure, et ça a été validé dans toutes les langues IMIAS. Et puis finalement, pour la bonne qualité de vie, il s'agit d'une mesure analogue, puis on a choisi 8 sur 10 comme point de coupure pour la bonne qualité de vie. C'est quelque chose qu'on pourrait débattre, le point de coupure, mais on a regardé la distribution, puis ça donne des taux des taux de bonne qualité de vie qui sont similaires au Canada et dans d'autres pays, par exemple selon les études de Bowling. La variable indépendante, le soutien émotionnel, c'est une de nos contributions majeures avec l'équipe IMIAS. Donc, une nouvelle échelle a été développée et validée pour mesurer justement le soutien social selon différentes sources. C'est du travail qui a été fait en majorité par Tamer Ahmed, qui est étudiant, qui est candidat au doctorat ici en épidémiologie à l'Université de Montréal. Et puis cet article est en révision en ce moment. Donc, on a mesuré les différents types de liens, les amis, les enfants, les membres de la famille. Et puis par membre de la famille, on parle de petits-enfants, de frères et sœurs et de frères et sœurs et de neveux-nièces, pardon. Et puis ensuite, le partenaire domestique. Donc, pour chacun de ces types de liens, il y a un indicateur de soutien social qui va de 0 à 20 avec les 5 questions que vous voyez ici. Donc, on parle vraiment de soutien émotionnel plutôt que de soutien instrumental, comme je vous avais parlé. Et puis, on a passé pas mal de temps à essayer de regarder comment manipuler nos variables pour essayer de comparer nos différents sites. Donc, si on utilisait un point de coupure similaire à tous les sites, on se retrouvait avec des sites entiers où le niveau de soutien était considéré comme faible, étant donné les normes locales et sociales. Donc, ce qu'on a fait, c'est de créer une variable de soutien faible qui est spécifique au site. Donc, c'est-à-dire pour les gens qui sont dans le 25 donc dans le quartile inférieur de la distribution à leur site. Ça, c'est pour les gens qui ont le lien. Puis donc, on fait la comparaison de 3 groupes. Ceux qui n'ont pas de lien, ce qui est important parce qu'on ne peut pas nécessairement assumer que les gens, par exemple, qui n'ont pas d'amis ou de partenaires domestiques sont nécessairement équivalents avec les gens qui ont un faible taux de soutien. Ensuite, le groupe faible qui est le 25 spécifique à chaque site et puis le reste du groupe. Puis vous avez ici la liste des variables de confusion qu'on a utilisées, donc surtout des variables sociodémographiques et la présence d'incapacité dans les activités de la vie quotidienne. 6 activités étaient regardées. Puis c'est une variable dichotomique, donc des incapacités dans une de ces activités étaient considérées importantes. On a fait des analyses descriptives, du soutien, des indicateurs de santé d'intérêt. Et puis ensuite, des régressions de type poisson avec une covariance robuste pour vraiment estimer les ratios de prévalence de la santé, de la dépression et de la qualité de vie pour ceux, comme je disais, sans lien social, avec un bas niveau de soutien et ensuite avec un niveau élevé. Juste pour mentionner que la régression poisson est recommandée quand il s'agit de résultats binaires communs, donc où il y a plus que 10 d'événements dans la distribution. Et puis, on a commencé par analyser les résultats ensemble pour le Canada et l'Amérique latine, mais on s'est rapidement rendu compte qu'il y avait des interactions significatives entre certains types de soutien et les indicateurs de santé. Donc, on les a finalement analysés séparément puisque ces relations sont hétérogènes entre les régions. Je vais commencer par vous décrire un peu les distributions de nos variables dépendantes. Donc, la proportion de répondants qui ont une bonne santé ou une très bonne santé, ça peut être quelque chose de quand même assez surprenant. Donc, on voit une différence majeure entre les sites canadiens et d'Amérique latine. Donc, 80 et plus des répondants au Canada ont une bonne ou très bonne santé, alors que ces taux descendent vraiment rapidement pour atteindre 23 environ chez les femmes au site brésilien. On voit aussi des différences entre les hommes et les femmes beaucoup plus marquées en Amérique latine. Puis à noter que c'est des gens de 65 à 75 ans, donc ça peut être un peu surprenant que leur santé perçue soit si faible en Amérique latine. La prévalence de la dépression suit le même genre de distribution, puis on retrouve aussi des différences entre les hommes et les femmes selon ce qu'on s'attend, selon les écrits scientifiques. Donc même au Canada, la prévalence de la dépression est légèrement plus élevée chez les femmes. Et puis, encore une fois, ça va jusqu'au plus élevé qui est de près de 32 pour les femmes au Brésil. Et puis finalement, la bonne qualité de vie. On voit ici que près de 75 ou 70 des gens au Canada avec un point de coupure de 8 ont une bonne qualité de vie, alors que ça descend jusqu'à 41 pour les hommes en Colombie.
Je ne veux pas passer les tableaux vraiment très en détail, mais je voulais seulement mettre l'emphase sur certaines caractéristiques de l'échantillon qui le rendent particulièrement intéressant. Donc, vous pouvez voir ici des niveaux d'éducation drastiquement différents entre les sites canadiens et les sites d'Amérique latine. Par exemple, 11 et moins de 5 des participants ont complété des études postsecondaires. Et puis, encore plus important, on a demandé aux gens si leur niveau de revenu était suffisant pour répondre à leurs besoins. Et puis, on voit que 71 et 74 au site à Manizales et à Natal disent ne pas avoir assez d'argent pour répondre à leurs besoins, ce qui est vraiment très élevé. C'est pratiquement 3 personnes sur 4, ce qui est vraiment très différent de nos échantillons canadiens où on a 5 et 7,5 Encore une fois, vraiment très brièvement, la distribution du soutien social, puisqu'on a utilisé les quartiles, la distribution n'est pas très surprenante, mais je voulais juste mentionner ici que le nombre de répondants qui n'ont pas d'amis au site d'Amérique latine est beaucoup, beaucoup plus élevé. Donc, on voit 25 à Manizales et près de 50 à Natal. Donc, on peut d'emblée s'attendre à ce que les liens avec la famille et avec les enfants, par exemple, soient plus importants à ces sites. Il y a aussi plus de gens qui n'ont pas de partenaires domestiques à Manizales. Je vais passer donc, au Canada et ensuite en Amérique latine, les 3 indicateurs de santé qu'on a étudiés. Donc, pour commencer, vous voyez les modèles qui n'ont pas été ajustés par les variables de confusion et ensuite les ratios de prévalence qui ont été ajustés. On voit ici qu'au Canada, c'est vraiment le support des amis qui est important. Donc, la prévalence de la bonne santé est plus élevée chez les répondants qui ont un support élevé de leurs amis et aussi chez les répondants qui ont un partenaire. Pour ce qui est de la dépression, au Canada, on voit aussi que la prévalence de dépression est beaucoup plus élevée chez ceux qui n'ont pas d'amis et chez ceux qui n'ont pas de partenaire. Par contre, c'est des effets qui sont perdus quand on corrige pour le statut socio-économique au Canada. Et finalement, ce qui peut être un peu surprenant, la qualité de vie n'est pas associée au soutien social au Canada et ça va être différent en Amérique latine, comme vous y attendez peut-être. Donc, un bref résumé des résultats au Canada. Le bon soutien des amis et avoir un partenaire sont associés à une bonne santé. Ces effets demeurent après ajustement pour les variables de confusion. Le bon soutien des amis et avoir un partenaire sont associés à une prévalence de dépression plus faible, mais ces effets disparaissent quand on ajuste pour l'éducation et le revenu. Et le soutien social ne semble pas être associé à la qualité de vie. Donc vraiment, les types de liens sociaux et de soutien qui semblent importants pour nos échantillons canadiens, c'est le soutien des amis et la présence d'un partenaire. En Amérique latine, on voit ici que pour la prévalence de la bonne santé, c'est un support élevé de la famille qui est important et un support élevé du partenaire. Pour le partenaire, c'est un effet qui disparaît quand on contrôle pour le sexe. Et pour le support de la famille, c'est vraiment les statuts sociodémographiques qui enlèvent la relation. Pour la dépression en Amérique latine, on voit des effets très forts qui perdurent malgré le contrôle des variables de confusion. Donc, la prévalence de dépression en Amérique latine est beaucoup moins élevée chez les gens qui ont un bon support de leur famille, un bon support de leurs enfants et un bon support de leurs partenaires. Et finalement, pour la qualité de vie, des résultats un peu similaires. Donc, après le contrôle pour les variables de confusion, c'est un support élevé des enfants et des partenaires qui est associé à une plus grande prévalence de bonne qualité de vie en Amérique latine. Donc, un haut niveau de soutien de la famille et des partenaires sont associés à une meilleure santé. Cet effet disparaît pour le partenaire lorsqu'on ajuste pour le sexe. Un haut niveau de soutien des enfants, de la famille et du partenaire sont associés à une plus faible prévalence de symptômes de dépression. C'est des effets assez forts et quelque chose qui est présent dans les écrits scientifiques en Amérique latine. Le soutien des enfants du partenaire demeure associé à la qualité de vie après ajustement et non, ce qui est différent du Canada où on a vu qu'il n'y avait pas d'association. Et donc, en résumé, il semble que ce soit vraiment la qualité du soutien de la famille, des enfants et du partenaire qui soit important en Amérique latine. Donc, des différences sont observées entre les groupes, entre ceux qui ont un soutien élevé et ceux qui ont un soutien faible. Donc, quelques conclusions de notre étude. On voit que, tel que ce à quoi on s'attendait, il y a vraiment des associations positives entre le soutien émotionnel perçu et la santé, la dépression, la qualité de vie. Et comme on s'attendait aussi, le soutien qui est pertinent change selon les contextes sociaux et les indicateurs de santé. Au Canada, les associations sont surtout avec la bonne santé,
Les associations entre la bonne santé et la dépression sont surtout avec le soutien des amis et le fait d'avoir un conjoint. Important que ce n'est pas vraiment la qualité de la relation avec le conjoint, donc le niveau de soutien, mais vraiment seulement la présence du conjoint. Alors qu'en Amérique latine, les associations sont positives entre les 3 indicateurs de santé, le soutien de la famille, des enfants, de la famille et du partenaire. Donc, le soutien des amis vraiment ne joue pas un rôle très important en Amérique latine. Ce sont des résultats qui ajoutent et qui confirment ce qui a été fait dans les écrits scientifiques. Par contre, on est vraiment une des premières équipes à regarder le soutien émotionnel selon différentes sources dans un contexte interculturel. Ces résultats peuvent être interprétés de différentes façons. Une des interprétations que nous suggérons, c'est qu'au Canada, vraiment, la présence du conjoint et le soutien des amis protègent probablement de l'isolation sociale. C'est un contexte social, un contexte de société de loisirs qui est peut-être plus individualiste, alors qu'en Amérique latine, c'est la qualité du soutien de la famille, des enfants et aussi du conjoint qui est important. C'est un contexte de plus d'interdépendance entre les générations et souvent de sécurité économique limitée. Donc, par exemple, il n'y a pas de pension universelle à Manizales en Colombie et la pension universelle vient tout juste d'être mise en place à Natal au Brésil. Il y a quelques limites. Évidemment, j'ai utilisé les données transversales de 2012. Donc, on peut pas vraiment établir la séquence temporelle entre le soutien social et les indicateurs de santé. On a vraiment hâte de pouvoir explorer justement cette séquence temporelle avec nos données longitudinales qui vont bientôt être disponibles pour 2014 et 2016. Pourtant, il demeure que les effets sont significatifs et quand même forts malgré les contrôles pour plusieurs variables de confusion et les incapacités dans les activités de la vie quotidienne. Nos conclusions sont évidemment préliminaires, surtout en Amérique latine et dans les économies émergentes. Il y a vraiment un besoin de plus de recherche, puisque ce sont des contextes qui font face à un vieillissement de population, tout comme ici au Canada. Et puis, il y a plusieurs études qui sont à venir. Donc, par exemple, on est en train de commencer à regarder les associations entre les réseaux sociaux et l'incidence des incapacités. Donc, avec nos données longitudinales, on va vraiment pouvoir voir quels sont les impacts sur les indicateurs de santé. Je voulais remercier évidemment Maria Victoria Zundunegui, qui est chercheur principal d'IMIAS, Tamer Ahmed et Afshin Vafaï, qui sont deux candidats au doctorat en épidémiologie, un à l'Université de Montréal et Afshin à Queen's University à Kingston, ainsi que toute l'équipe IMIAS. Et puis, je veux aussi remercier nos sources de financement, donc les fonds de bourse postdoctorale que j'ai reçus. Et puis, l'étude IMIAS est financée par les IRSC. Et vous voyez ici toutes les institutions qui sont impliquées dans la collecte de données. Donc, c'est vraiment... les collectes de données sont quand même un effort de groupe pour qu'à chaque site, tout soit assez uniforme et comparable. Et puis, je vous invite à nous écrire si jamais vous avez des questions. Et Maria Victoria encourage aussi, si des gens sont intéressés à travailler avec la base de données IMIAS, on est toujours intéressés à collaborer et puis à vraiment exploiter la base de données le plus possible. Merci.